Alors Bruno m'a demandé de faire quelques remarques conclusives, ce que je vais donc essayer de faire. Je ne suis pas un spécialiste du pacifisme, donc ce n'est pas en tant que tel que je parlerai. Et je ne veux pas faire insulte à tous les excellents présentateurs que nous avons eus en essayant de résumer leurs pensées. Mais ce que je vais essayer de faire, c'est peut-être parler un petit peu de ce qu'on pourrait présenter comme étant les défis actuels qui sont lancés au pacifisme au XXIe siècle et qui sont donc éventuellement les défis à relever. Et l'idée, ce n'est pas tant de remettre en question le bien fondé ou les apports du pacifisme, mais pour montrer qu'il y a toujours eu des défis à relever, qu'il y a des défis à relever, et que par ailleurs, le pacifisme a toujours fait preuve de flexibilité, comme l'a montré le professeur Guieux ce matin. Alors le premier élément dont j'aimerais vous parler, parce qu'il me semble qu'il y a peut-être deux aspects au pacifisme. On peut considérer le pacifisme comme étant un mouvement social, et on peut considérer le pacifisme comme étant une idée, une idéologie, un ensemble de principes, et bien sûr c'est à la fois les deux. Mais pour parler des défis, il me semble qu'on peut les distinguer ainsi. Alors pour ce qui est des défis contemporains au pacifisme en tant que mouvement, il me semble que ce ne sont pas des défis qui sont forcément intellectuels, mais qui sont plus un défi à la manière dont on crée des mouvements sociaux. En sociologie, dans la sociologie des mobilisations, dans la sociologie de l'action collective, on dit souvent que pour avoir un mouvement social, il faut une organisation qui met en place le mouvement, il faut un message, il faut une audience qui soit sensible au discours produit, et il faut des structures d'opportunité, c'est-à-dire des situations dans lesquelles un certain discours va prendre et créer un mouvement collectif en la faveur du message qui est véhiculé. Et de ce point de vue-là, si on regarde par exemple le message qui est véhiculé et qu'on regarde sur le long XXe siècle, il y a toujours eu une grande capacité, et ça c'est quelque chose dont on n'a peut-être pas vraiment parlé, il y a toujours eu une grande capacité de la part des gouvernements à récupérer à leur compte le discours de paix pour le mettre au service de la guerre. On a parlé de la Première Guerre mondiale, mais il ne faut pas oublier que la Première Guerre mondiale, dans les pays surtout anglo-saxons, là où dans les pays francophones on dit souvent la Grande Guerre, dans les pays anglo-saxons, en tout cas à l'époque, on disait c'est la guerre pour terminer toutes les guerres. C'est la guerre pour mettre fin à toutes les guerres. It's the war to end all wars. Et quel pacifiste pourrait s'opposer à un tel bel objectif que de mettre fin à toutes les guerres pour toujours? Et c'est le président Woodrow Wilson qui a popularisé cette expression, the war to end all wars, pour justifier l'entrée en guerre des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, même si ce n'est pas lui qui a inventé la formule. Et du point de vue, on va dire, du pacifisme comme idée générique, on peut le comprendre de différentes manières. On peut considérer que, certes, il y a une instrumentalisation d'un certain nombre de convictions pacifistes, ou en tout cas du projet de paix perpétuelle pour justifier des guerres, mais on pourrait aussi considérer qu'intégrer le discours de paix dans le faire la guerre occidentale a peut-être des effets positifs en termes de contraindre les gouvernants, c'est-à-dire que les gouvernants se contraignent eux-mêmes en faisant de telles déclarations, parce qu'en disant faire la guerre pour la paix, on se fixe un objectif qu'on a certainement du mal à atteindre, mais qu'on se devra quand même de faire semblant d'atteindre en quelque sorte. Et donc on pourrait y voir un éventuel... d'un point de vue réformiste, on pourrait considérer qu'à la marge, peut-être c'est une amélioration par rapport au discours dans lequel on disait on ne fait pas la guerre pour faire la paix, on fait la guerre pour détruire l'ennemi. Mais une autre façon de le voir, et qui ne va pas du tout dans le sens d'humaniser la guerre, et qui consiste à dire que lorsque les gouvernements disent qu'on fait la guerre pour mettre fin à toutes les guerres, on est en réalité en train d'assigner des objectifs absolus à la guerre. C'est-à-dire que si on fait la guerre pour des intérêts territoriaux, eh bien, il est à supposer que si les coûts
de la guerre deviennent supérieurs aux bénéfices escomptés du territoire qu'on cherche à occuper, bon, ben, on va arrêter la guerre. Ou alors, si on fait la guerre pour des intérêts territoriaux, on peut s'imaginer qu'il y a un partage de territoire et donc un compromis. Mais si on fait la guerre pour la justice, pour la paix, pour la religion révélée, pour des valeurs absolues, des valeurs morales absolues, on peut s'imaginer que les guerres soient plus violentes. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, l'objectif d'une guerre, pour terminer toutes les guerres, est tout à fait emblématique des guerres industrielles de masse, qui sont des guerres totales d'annihilation que furent d'ailleurs la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Alors, ce n'est pas du tout pour critiquer le pacifisme, mais c'est simplement pour dire que cette instrumentalisation, du coup, par les gouvernements de l'objectif de paix pour faire la guerre a des effets plus que pervers. Lors de l'intervention de Stéphanie Damblon, nous avons discuté de la question de savoir si la fin de la guerre froide était également la fin du pacifisme, et la réponse était... la réponse était non, mais dans une certaine mesure, bien sûr, le pacifisme a dû changer, a dû s'adapter, ce qu'il a fait d'ailleurs avec plus ou moins de succès. Alors, il a dû s'adapter à quoi? En tout cas, si on regarde la période antérieure, alors il y a un fait qui est quand même relativement massif et qui fait que, par exemple, même s'il y a eu des manifestations aux États-Unis après 2003, après l'invasion de l'Irak, elles ne furent absolument pas de l'acabit de ce qu'on avait vu pendant la guerre du Vietnam. Et de ce point de vue-là, enfin, un des facteurs, c'est bien sûr la fin du service militaire, la fin de la conscription de masse dans beaucoup de pays, puisque la plupart des États occidentaux considèrent qu'elles ne correspondent plus, ces armées de conscription, au mode de faire la guerre occidentale, qui est plus centré sur la technologie que sur les effectifs. Et donc, on n'a plus besoin de mettre en place, de garder le service militaire et de mettre en place des armées de conscription, mais avec comme conséquence que lorsqu'il y a des guerres, eh bien, les manifestations vont être moindres et ça va être plus difficile de mobiliser des gens contre la guerre. Alors bien sûr, les gens qui ont manifesté en 2003 étaient convaincus du fait qu'il fallait mettre fin à cette guerre, et c'est la même chose pendant la guerre du Vietnam, mais pendant la guerre du Vietnam, il y avait quand même aussi beaucoup de gens qui manifestaient parce qu'ils avaient peur eux-mêmes d'être conscrits, ou alors qu'ils avaient des membres de la famille qui l'étaient et qui défendaient donc aussi les intérêts, on va dire, de leur famille élargie, mais qui est un phénomène qui fait qu'aujourd'hui, les manifestations contre la guerre sont bien moindres, et ça, c'est bien un facteur auquel le pacifisme actuel doit s'adapter. Le deuxième élément, c'est ce que le sociologue britannique Martin Shaw appelle les Risk Transfer Wars, donc les guerres de transfert de risques. Alors c'est quoi? C'est l'idée que aujourd'hui, lorsque les pays occidentaux font la guerre, c'est des guerres de projection, et c'est des guerres dans lesquelles les risques encourus, puisqu'il y a toujours des risques dans la guerre, dans la mesure du possible, on essaye de les transférer sur les populations locales du pays dans lequel on intervient. Donc typiquement, plutôt que d'envoyer des troupes au sol, on va préférer bombarder par l'arme aérienne, même si on sait que ce faisant, le risque est plus élevé de faire des victimes civiles, mais au moins on est plus ou moins certain que le risque d'avoir des victimes de son côté est également moindre. Et ces guerres dans lesquelles on transfère le risque est en fait un principe, donc toujours d'après Martin Shaw, où il y a le fantasme, mais qui est devenu une réalité, de faire la guerre sans interruption de la vie de tous les jours. Lorsqu'on pense à la Première Guerre mondiale, à la Seconde Guerre mondiale, eh bien c'est quoi la guerre? C'est l'économie de guerre, c'est la guerre totale, et donc une guerre dans laquelle la totalité de la société est impliquée dans la guerre. Mais si on regarde aujourd'hui, ce sont quoi les guerres de projection menées par les pays occidentaux? Eh bien, ce sont des guerres dans lesquelles la vie de tous les jours de la plupart de nos concitoyens ne change pas du tout, et surtout dans lesquelles il n'y a pas d'interruption dans la circulation du capital, il n'y a pas d'interruption en principe de la croissance économique. Et donc, finalement, ce sont des guerres
qui souvent passent inaperçus, entre guillemets, aux yeux de la majorité, ce qui, là, encore une fois, est bien sûr un défi à la mobilisation au service d'idées pacifistes. Donc ça, c'était pour parler du pacifisme, on va dire, mouvement. Maintenant, si on parle du pacifisme comme concept, comme idée, Alain Jox, tout à l'heure, disait que quand on a une définition floue de la guerre, on va forcément avoir une définition floue de la paix, et donc éventuellement du pacifisme. Et je crois que c'est quelque chose qu'on observe également aujourd'hui, puisque si le pacifisme se définit par rapport à la guerre, alors il faut qu'il y ait une idée claire de la guerre, ce qu'il n'y a plus vraiment. Alors pourquoi ? Alors tout d'abord, on est dans un paradoxe monumental qui brouille les définitions, qui est que traditionnellement, on va dire dans le droit des gens européens du XVIIIe, XIXe siècle, on considérait que le seul acteur qui avait le privilège de pouvoir faire la guerre était l'État. Or, aujourd'hui, quasiment aucun État admet faire la guerre. On va dire qu'on intervient dans des troubles, on va dire qu'on pacifie, qu'on fait de la contre-insurrection, qu'on fait du contre-terrorisme, mais on ne dit pas qu'on entre en guerre. À l'inverse, les acteurs qui traditionnellement, sous le droit des gens européens, n'avaient pas le droit de faire la guerre, à savoir les groupes non étatiques, ce qui ne voulait pas dire qu'ils ne pouvaient pas avoir recours à la violence, mais lorsqu'ils l'avaient, on allait dire c'est des pirates, c'est des bandits, c'est des guérillas qu'il faut écraser à tout prix. Mais ces acteurs-là, aujourd'hui, ce sont d'eux dont on parle bien souvent, en tout cas dans le discours officiel, pour dire « il nous faut la guerre », ou en tout cas « ils font la guerre » dans le contexte de guerre civile dans lequel nous devons d'intervenir. Et donc la définition même de la guerre, en quelque sorte, a très fortement changé à la faveur de ces éléments. Et bien sûr, un des facteurs, si on regarde au XXe siècle de ce phénomène, c'est que les guerres, tout simplement, ne sont plus déclarées. Jadis, on pouvait relativement facilement identifier une guerre. Il y avait guerre à partir du moment où le souverain déclarait la guerre. Il n'y avait pas besoin d'y avoir des hostilités concrètes tant que la guerre était déclarée et il y avait une guerre. À l'inverse, si un État en attaquait un autre sans déclarer la guerre, on n'allait pas dire que c'est une guerre, on allait dire que c'est un crime contre le droit des gens, et donc un acte de piraterie, ou en tout cas un roi qui se comporterait comme un bandit. Mais aujourd'hui, les États, comme on le sait, ne déclarent plus la guerre, en tout cas pas sous les formes que cela prenait dans le passé, d'où cette difficulté aussi qu'il y a à définir l'objet qui est le nôtre lorsqu'on a à définir la guerre. Sans parler du fait que, comme pour la guerre, pour mettre fin à la guerre, qui au moins admet qu'elle est une guerre. Aujourd'hui, bien souvent, les termes qu'on va utiliser dans ce qui, par ailleurs, sont les guerres des pays occidentaux, font référence à la paix. Donc on va dire que c'est de la pacification, par exemple. Et je rappelle que la pacification, à l'origine, est un terme utilisé dans la France du début du XXe siècle. C'était la pacification coloniale, qui était grosso modo les opérations menées par l'IOT et Gallieni, respectivement au Maroc et Madagascar, et qui faisait tout simplement référence à l'occupation coloniale, les guerres de colonisation, mais qui est un discours qui est rentré dans le vocabulaire, notamment de la guerre d'Algérie. Les Français faisaient notamment de la pacification pendant la guerre d'Algérie. Les Américains qui faisaient de la pacification au Vietnam. Bien évidemment, la pacification, ce n'est pas le pacifisme, c'est même le contraire. Mais il n'en reste pas moins qu'on joue sur la même racine, c'est-à-dire le fait de promouvoir la paix, ce qui changerait notamment, ce sont bien sûr les moyens. Mais même si on regarde les opérations de maintien de la paix, qui sont en quelque sorte le symbole de ce que l'Organisation des Nations Unies a pu faire au travers de l'interposition pour mettre fin au conflit, quand on regarde aujourd'hui ce que sont devenues les opérations de maintien de la paix dans beaucoup de situations, ça a beaucoup changé depuis le concept des casques bleus et de l'interposition tel que défini par Dag Hammarskjöld dans les années 50-60,
puisqu'aujourd'hui on parle, enfin plus maintenant d'ailleurs, mais dans les années 90 on parlait des opérations de maintien de la paix de la troisième génération, également dite imposition de la paix, qui, de tous les points de vue, était une guerre. Si on regarde les opérations américaines dans le cadre de l'UNITAF en Somalie, notamment contre le général Aidid, c'était ce qu'aujourd'hui on appellerait de la guerre asymétrique. Mais là, c'est opération de paix. Alors, c'est compliqué dans ce cas de définir le pacifisme par rapport à la guerre, lorsque la guerre se part des arguments du maintien de la paix, ou en tout cas des opérations de paix. Pour ce qui est des acteurs non étatiques que l'on accuse de faire la guerre ou de se faire la guerre dans le contexte de guerre civile, qui sont aujourd'hui, comme vous le savez, la majorité des conflits armés dans le monde, je pense que le problème pour le pacifisme, en tout cas tel que celui, enfin ceux plutôt, les pacifismes au pluriel dont nous avons parlé aujourd'hui, sont multiples. Alors un premier problème, c'est que la régulation de la guerre par le droit, si on prend le pacifisme juridique, ne s'applique en principe pas. D'une part, parce que les groupes armés non étatiques n'ont pas signé le droit humanitaire de la guerre et ne peuvent pas, à ce titre, être tenus par ces principes, même si certains de ces groupes, je pense notamment au Hamas, Hezbollah, se revendiquent finalement du droit humanitaire de la guerre, et même ils suivent des formations, en tout cas pour certains de leurs responsables, auprès d'une ONG suisse qui s'appelle Geneva Call, l'appel de Genève, qui les conseille, c'est sur leur site de cette ONG, qui les conseille pour intégrer les principes des droits de l'homme et du droit humanitaire de la guerre dans leur charte et dans leur procédure interne, avec l'idée de promouvoir ces principes juridiques, y compris à des acteurs qui, par ailleurs, sont considérés comme illégaux. Mais il n'en reste pas moins que, de manière générale, appliquer le principe du pacifisme juridique en dehors des guerres interétatiques, et donc à des acteurs qui, en principe, n'ont pas signé ce qui relève, après tout, du droit public international, est quelque chose de très difficile. Par ailleurs, s'il fallait condamner toutes les formes de violence politique dans les guerres civiles, il faudrait également condamner les luttes de libération nationale, il faudrait condamner la résistance violente à l'oppression, voire considérer Nelson Mandela de terroriste, ce qui était le cas de la Rand Corporation en 1993 encore, qui avait Nelson Mandela sur sa liste en disant que, effectivement, c'est quelqu'un qui a recours à la violence et pas que contre des cibles militaires. Donc définir simplement le pacifisme par rapport à la violence, on va dire, plutôt que par rapport à la guerre, en se disant que définir la guerre c'est trop compliqué, n'est pas forcément quelque chose de très aisé non plus. Donc je pense qu'aujourd'hui, la question qui se pose à un pacifiste et au pacifisme est comment toujours changer et s'adapter à ces différents obstacles sans sacrifier à ce qui est considéré comme étant au cœur du message. Mais après tout, lorsqu'on regarde l'histoire du XXe siècle, c'est ce que le pacifisme a toujours fait. Et je vais m'arrêter là et demander aux organisateurs s'ils n'avaient pas quelques mots à dire, puisqu'il me semblait que c'était le cas pour terminer. Non ? Merci. Dans ce cas, je vous remercie à toutes et à tous d'être venus. Merci.